Le 10 octobre 2025, la rivière Sahel se ferme. À 6h12, des techniciens burkinabés, encadrés par l'armée, prennent les stations, coupent des serveurs climatiques et interrompent un système tenu depuis l'extérieur depuis des décennies au prix d'une incertitude immédiate pour les villes et les champs. Une question très concrète se pose alors. Que change Ibrahim Traoré au quotidien ? Entre une baisse d'eau proche de 30%, un carburant en hausse d'environ 21%, des comités de quartier et la menace de sanctions, Ouagadougou apprend que l'eau peut devenir un acte politique, puis un test de cohésion sociale. Au grand jour, vite. Ce récit pose une promesse simple et exigeante. Comprendre ce qui se joue quand l'eau devient décision d'État, sans slogan ni verdict rapide. Concrètement, cela permet au lecteur de mesurer conséquences concrètes derrière un geste spectaculaire. L'enjeu est double, immédiat et structurel, car la fermeture expose des vulnérabilités quotidiennes tout en ouvrant un débat de souveraineté rarement rendu visible par des chiffres et des routines. Ce fil suivra les effets en chaîne des institutions au marché, puis jusqu'au foyer, en distinguant coûts rapides et transformations lentes. Une idée simple accompagne la suite. Un même chiffre peut alarmer aujourd'hui et justifier demain. À chaque étape, l'analyse sépare faits observables, interprétations concurrentes et zones grises pour éviter la confusion entre symboles politiques et fonctionnement réel. Il ne s'agit pas d'absoudre ni de condamner, mais d'évaluer des choix sous contrainte, leurs gagnants temporaires et leurs perdants durables. Le lecteur saura pourquoi certaines réactions extérieures s'emballent, pourquoi des réponses locales émergent et comment ces dynamiques se croisent. La question demeure, un État peut-il reprendre une ressource vitale sans fracturer son tissu productif national ? D'emblée, un fait s'impose. En moins de 24 heures, l'approvisionnement recule d'environ 30%. Ce chiffre ouvre une bascule plus large, car il marque la première matérialisation mesurable d'une dépendance longtemps normalisée, soudain rendue visible par la rupture. Avant le 10 octobre 2025, l'accès à l'eau paraissait stable. Cette stabilité reposait pourtant sur une architecture héritée, construite à partir de la fin des années 1940, combinant stations physiques, automatisation numérique et données climatiques contrôlées hors du pays. Le flux arrivait. Assez, mais la décision n'était pas locale. Le système fonctionnait tant que les chaînes techniques restaient intactes, et cette continuité entretenait l'illusion d'une maîtrise nationale. Après la fermeture ordonnée par Ibrahim Traoré, l'envers du décor apparaît. La coupure ne touche pas seulement un cours d'eau, elle interrompt des dépendances imbriquées. Pompage, prévision climatique, arbitrage de distribution. La baisse de 30% n'est pas uniforme, mais elle suffit à perturber l'agriculture, les services urbains et la planification quotidienne. Ce n'est pas l'effondrement total, c'est l'exposition d'un seuil critique. Le contraste est frappant. Avant, les risques étaient diffus et invisibles, amortis par des acteurs extérieurs. Après, ils deviennent internes, assumés et débattus. Ce déplacement transforme un sujet technique en question politique. L'eau cesse d'être un fond silencieux pour devenir un objet de décision, donc de conflit potentiel. C'est ici que se referme la première dette de curiosité. La baisse chiffrée n'explique pas tout, mais elle révèle ce que le système cachait, une absence de solution de rechange à l'échelle nationale. Ibrahim Traoré agit sur un levier discret du quotidien, celui qui conditionne la sécurité alimentaire sans faire de bruit. La rupture n'est pas seulement hydraulique, elle est cognitive. Elle oblige institutions, marchés et citoyens à reconsidérer ce qu'ils croyaient acquis et à distinguer continuité apparente et contrôle réel. Pour saisir l'impact précoce, il faut suivre des trajectoires concrètes, là où la décision se traduit en gestes quotidiens. À Ouagadougou, les premiers jours imposent un nouvel ordre du temps, l'eau n'arrive plus en continu. Des quartiers s'organisent par créneaux, négocient l'usage des réserves et instaurent des règles simples pour éviter les conflits. Rien d'idéologique ici. La coordination naît de l'urgence puis se stabilise par l'expérience. Voici un premier exemple très concret. Un quartier périphérique met en place un tableau d'horaire partagé. Chaque foyer connaît sa fenêtre d'accès.
Les tensions baissent, mais la contrainte demeure. L'innovation est modeste, efficace et fragile. Elle dépend de la confiance locale plus que d'un cadre formel et révèle une capacité d'autogestion longtemps sous-utilisée. Un deuxième exemple, plus au nord, près de Kongoussi, montre la même logique. L'agriculture subit immédiatement la réduction de l'irrigation. Des cultivateurs rouvrent d'anciens canaux abandonnés, parfois colmatés à la main. Avec l'appui d'ingénieurs locaux, ils adaptent des solutions de fortune pour maintenir un minimum de production. Le rendement baisse, mais la rupture totale est évitée. Là encore, la réponse précède l'instruction. Ces situations montrent un déplacement subtil. L'État reste central dans la décision, mais l'exécution s'élargit à des acteurs intermédiaires. Des compétences locales, jusque-là périphériques, deviennent décisives. La fermeture agit comme un révélateur de savoir-faire dispersé, capable d'absorber une partie du choc sans l'annuler. En clair, la résilience locale décide du coût social immédiat. La séquence s'organise en 3 temps distincts, chacun amplifiant le précédent, jusqu'à transformer une décision administrative en choc systémique. Le point d'activation est net. Le 10 octobre 2025, Ibrahim Traoré ordonne la fermeture de la rivière Sahel comme un acte de souveraineté immédiat. Techniquement, il s'agit d'interrompre des automatismes et des contrôles distants. Politiquement, le message est sans ambiguïté. L'État reprend la main, sans phase de transition ni négociation préalable. L'activation est rapide et centralisée. Dès l'aube, des équipes nationales, appuyées par des forces de sécurité, prennent possession des stations stratégiques. Les serveurs climatiques les sont coupés, les flux interrompus et les chaînes de dépendance se rompent en quelques heures. Cette brutalité crée un effet de surprise totale. À l'intérieur du pays, administration et opérateurs improvisent. À l'extérieur, partenaires et investisseurs comprennent que la décision ne relève pas d'un signal symbolique, mais d'une rupture opérationnelle. Vient ensuite le temps du pic de tension. À mesure que les effets se matérialisent, la fermeture cesse d'être abstraite. L'approvisionnement en eau diminue, l'irrigation ralentit et les coûts logistiques augmentent. Le carburant, déjà sous pression, renchérit, entraînant une hausse en chaîne des prix. Les marchés interprètent la situation comme un facteur de risque accru. Des entreprises liées au bassin recalculent leurs pertes potentielles. Dans plusieurs capitales occidentales, le vocabulaire se durcit. Des institutions financières évoquent des mesures de rétorsion ou des suspensions de financement. À ce stade, l'acte d'Ibrahim Traoré est relu comme un facteur d'instabilité régionale. Cette phase est marquée par une polarisation des lectures. À l'extérieur, la fermeture est perçue comme un pari dangereux pour un pays déjà fragile. À l'intérieur, elle est de plus en plus défendue comme une rupture nécessaire avec un système hérité, opaque et contraignant. Cette divergence nourrit un climat d'incertitude. Chaque déclaration internationale est scrutée, parfois amplifiée et réinjectée dans le débat national. Puis viennent les répliques, moins spectaculaires mais déterminantes. Dans les jours suivants, la société commence à s'adapter. Des réseaux informels se structurent, des solutions temporaires émergent et de nouvelles routines s'installent. L'État ajuste son discours, mettant en avant la dimension stratégique du choix initial et appelant à la patience. Dame Ibrahim Traoré n'apparaît plus seulement comme l'auteur d'un choc, mais comme le centre d'un processus évolutif dont les contours restent mouvants. Cette troisième phase révèle un point clé. La fermeture de la rivière Sahel n'est ni un événement isolé, ni une crise figée, elle agit comme une onde longue. Chaque réaction économique, sociale ou diplomatique devient une pièce d'un enchaînement plus vaste. Le pays entre dans une période où chaque décision ultérieure est jugée à l'aune de ce moment initial. Le coût immédiat est constamment mis en balance avec la promesse d'une autonomie durable sans garantie de succès. Avant la fermeture, l'eau circulait sans rupture visible. Après, les indicateurs traduisent un choc mesurable. Le premier delta est hydraulique. Dans plusieurs zones urbaines et rurales, l'accès recule d'environ 30%. Au pris isolément, le chiffre paraît abstrait. Traduit en usage, il signifie des cycles d'irrigation raccourcis, des coupures plus fréquentes en ville et une pression accrue sur les points alternatifs. La donnée ne décrit pas un effondrement total, mais un franchissement de seuil. Le système central ne dispose pas de redondance nationale capable d'absorber une interruption prolongée. Le second delta est énergétique.
Dans les 2 semaines suivant la décision, le prix du carburant progresse d'environ 21%. Le lien n'est pas direct, mais il est causal. La rupture hydraulique désorganise des chaînes logistiques déjà tendues. Le transport renchérit, l'importation devient plus coûteuse et l'incertitude politique se répercute dans les anticipations. Pour les ménages, cela se traduit par une hausse diffuse des dépenses contraintes. Pour les entreprises, par une contraction des marges et des reports d'investissement. Le chiffre n'indique pas seulement une inflation ponctuelle, il révèle la sensibilité de l'économie à des chocs combinés. Le troisième delta concerne les acteurs opérant autour du bassin. Plusieurs entreprises enregistrent, dans les semaines suivantes, des pertes estimées entre 25% et 40% de leurs bénéfices. Cette fourchette signale une dépendance élevée à un accès garanti, longtemps considéré comme acquis. Elle montre aussi une redistribution brutale des coûts, ce qui était externalisé devient interne. Les pertes privées éclairent la décision publique sous un angle rarement chiffré. Le prix de la continuité passée était masqué, le coût de la rupture devient visible. Pris ensemble, ces indicateurs racontent une histoire cohérente. Avant, la performance apparente du système masquait son obsolescence et sa faible adaptabilité locale. Après, la crise rend visible des failles structurelles. Les chiffres cessent d'être de simples alarmes, ils deviennent des arguments, ils servent à alerter sur les risques immédiats et, simultanément, à justifier la nécessité d'une réorganisation. L'interprétation dépend du cadre choisi. Dans une lecture court-termiste, les deltas confirment une fragilisation préoccupante. Dans une lecture transitionnelle, ils mesurent le coût d'entrée d'une reprise de contrôle. La même donnée soutient des thèses opposées. C'est ici que la décision d'Ibrahim Traoré prend une dimension analytique. Elle force le débat à quitter le terrain symbolique pour s'ancrer dans des métriques partagées, une précision s'impose. Les chiffres n'annoncent pas un verdict définitif. Ils fixent un état des lieux. Leur évolution comptera autant que leur niveau initial. Si les deltas se stabilisent, ils signaleront une adaptation. S'ils s'aggravent, ils indiqueront une trajectoire de risque. À ce stade, l'essentiel est ailleurs. La crise a converti des abstractions en mesures comparables. Chaque point de pourcentage devient un repère, chaque variation un signal. Le débat public change d'échelle et la gouvernance se trouve sommée de répondre par des décisions lisibles. Deux lectures opposées structurent le débat, chacune cohérente dans son propre cadre. La première, portée par des analystes macroéconomiques et des institutions financières, insiste sur le risque systémique. Selon cette thèse, l'interruption brutale d'un flux vital désorganise l'économie réelle. La baisse de l'eau réduit la production agricole, perturbe les services urbains et alimente l'inflation via les coûts logistiques. Les deltas observés sont interprétés comme des signaux précoces d'une spirale négative. Moins de prévisibilité, moins d'investissement, plus de vulnérabilité sociale. Dans ce raisonnement, le calendrier compte davantage que l'intention. Même une souveraineté souhaitable peut devenir coûteuse si elle est exercée sans amortisseur. La seconde lecture y renverse la perspective. Elle part du postulat que la stabilité antérieure était trompeuse. L'accès régulier reposait sur des infrastructures héritées, contrôlées hors du pays, peu adaptées aux besoins locaux et faiblement redondantes. Dans ce cadre, la fermeture n'est pas une rupture irrationnelle, mais une mise à nu volontaire d'une dépendance structurelle. Le choc est assumé comme un passage obligé pour déclencher des capacités internes longtemps marginalisées. Les pertes à court terme sont lues comme un coup d'entrée, non comme une preuve d'échec. La réfutation ne consiste pas à invalider l'un par l'autre, mais à tester leurs limites empiriques. Les chiffres confirment des coûts immédiats réels, baisse de l'eau, renchérissement énergétique, perte privée. Ils confirment aussi que le système précédent n'offrait pas de solution de rechange nationale. Autrement dit, la vulnérabilité existait déjà. La décision l'a rendue visible et mesurable. La question centrale devient alors opérationnelle. La capacité d'absorption et d'apprentissage est-elle suffisante pour transformer un choc en trajectoire maîtrisée avant l'épuisement social ? Les données suggèrent un point d'équilibre inconfortable. À court terme, les risques sont tangibles et inégalement répartis.
À moyen terme, des réponses locales émergent, mais elles restent fragmentées. La robustesse de la thèse transitionnelle dépendra de la vitesse de structuration, de la coordination et de la crédibilité des ajustements. Sans ces conditions, la critique macroéconomique reprendra l'avantage. À ce stade, on peut tirer une conclusion provisoire. Le débat oppose moins audace et imprudence qu'il n'oppose horizon temporel. La décision force un arbitrage explicite entre sécurité immédiate et autonomie progressive. Le verdict ne sera pas idéologique, il sera observé dans la dynamique des indicateurs et dans la capacité à réduire puis stabiliser les deltas. Peu à peu, le centre de gravité se déplace. Alors, ce basculement ne provient pas d'une annonce officielle supplémentaire, mais d'un changement discret dans la dynamique de l'action. La fermeture de la rivière Sahel cesse d'être perçue uniquement comme une décision verticale. Elle devient un point d'articulation autour duquel de nouveaux acteurs gagnent en importance. Ibrahim Traoré demeure au cœur de l'impulsion initiale, mais l'évolution du rapport de force ne se joue plus seulement au sommet de l'État. Le révélateur est la redistribution de l'initiative. Là où les anciennes structures centralisées montrent leurs limites, des réseaux locaux prennent le relais. Comités de quartier, coopératives agricoles, ingénieurs indépendants et responsables communautaires comblent des vides opérationnels. Cette montée en puissance n'est pas coordonnée par un plan unique. Elle résulte d'une nécessité partagée, maintenir l'accès à l'eau et préserver une stabilité minimale. Ce déplacement modifie la lecture de la décision, la fermeture n'apparaît plus seulement comme un risque ou un symbole, mais comme un déclencheur. Elle force l'émergence d'un acteur collectif composite, capable d'agir à des échelles fines, là où l'État ne peut intervenir assez vite. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré incarne moins l'autorité exécutive que le point de départ d'un processus partiellement autonome. La dette de curiosité se referme ici. Le qui agit change autant que le quoi. Ce glissement conditionne les effets à venir, il déterminera si l'adaptation restera fragmentée ou si elle pourra se structurer. Le centre de gravité, désormais partagé, redéfinit la suite de la trajectoire. Les conséquences se lisent désormais à 4 niveaux distincts, chacun révélant une facette différente du choc. Pour l'État burkinabé, la fermeture engage une reprise de contrôle symbolique mais coûteuse. Les administrations doivent absorber une pression accrue sur les services essentiels tout en gérant des tensions diplomatiques persistantes. La crédibilité se joue au quotidien, assurer un minimum d'approvisionnement, maintenir l'ordre et tenir un discours cohérent face aux partenaires. Dans cette équation, Ibrahim Traoré place l'appareil public dans un exercice d'équilibre permanent entre affirmation politique et gestion pragmatique. Pour les entreprises, l'impact est immédiat et différencié. Les acteurs dépendants de l'eau voient leurs coûts augmenter et leurs marges se réduire. Les pertes enregistrées par certaines sociétés opérant autour du bassin accélèrent des décisions de gel ou de retrait partiel. A l'inverse, des entreprises locales occupent des espaces laissés vacants, parfois de manière informelle. Cette recomposition crée de l'incertitude, mais elle ouvre aussi des opportunités pour ceux capables d'adapter leur modèle à des flux moins prévisibles. Le marché devient plus fragmenté, moins confortable, mais potentiellement plus ancré localement. Les ménages ressentent la crise de façon plus directe encore. La baisse de l'approvisionnement en eau modifie les routines, tandis que la hausse des prix du carburant renchérit les dépenses contraintes. Les arbitrages se multiplient, surtout en milieu urbain. La solidarité joue un rôle d'amortisseur. Partage, entraide, organisation collective. Ces mécanismes limitent les frictions immédiates, mais ils ont un coût social. Leur efficacité dépend de la durée de la crise et de la capacité à éviter l'épuisement. À l'échelle régionale, enfin, la décision agit comme un signal observé de près. Les pays voisins analysent les effets, non pour les imiter mécaniquement, mais pour en tirer des leçons. Certains y voient un précédent risqué, d'autres une affirmation de souveraineté assumée. Le débat dépasse le cas burkinabé et touche à la gestion des ressources partagées en Afrique de l'Ouest, où la frontière entre coopération et compétition demeure fragile. Le geste initial d'Ibrahim Traoré alimente ainsi une réflexion régionale sur les coûts et bénéfices d'une rupture avec des dépendances héritées. Ces 4 niveaux d'impact s'imbriquent.
Certes, une tension diplomatique affecte l'investissement. Une hausse des prix pèse sur les ménages. Une adaptation locale modifie la lecture politique. Rien n'est isolé. La fermeture de la rivière Sahel ne produit pas un effet unique, mais une cascade de répercussions, parfois contradictoires. Ce qui compte n'est pas seulement l'ampleur de chaque conséquence, mais leur synchronisation. La dette de curiosité se referme ici. Les chiffres et les récits convergent vers un constat. Les coûts en réel, les ajustements aussi. La trajectoire dépendra de la capacité à transformer ces impacts en levier d'apprentissage plutôt qu'en facteur d'usure. C'est à ce niveau, concret et quotidien, que se jouera la suite. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent, sans qu'aucune ne puisse être tenue pour acquise. Le scénario de base repose sur une stabilisation progressive mais fragile. Dans cette configuration, l'État parvient à contenir les ruptures les plus graves grâce à des ajustements techniques ciblés et à une coordination minimale avec les acteurs locaux. L'approvisionnement en eau reste contraint, mais plus prévisible. L'inflation ralentit sans disparaître, et les tensions diplomatiques persistent sans se transformer en isolement. Cette trajectoire exige une gestion constante de l'urgence et une discipline politique soutenue pour éviter l'érosion sociale. Le scénario optimiste suppose un basculement plus profond. La crise agit alors comme un accélérateur de réformes. Les initiatives locales se structurent, les compétences techniques nationales montent en puissance et de nouveaux partenariats régionaux se nouent. La gestion de l'eau devient plus décentralisée, mieux adaptée aux réalités locales. Dans ce cadre, la décision initiale d'Ibrahim Traoré est relue comme un point de départ plutôt que comme une rupture isolée. Les coûts initiaux demeurent élevés, mais ils sont compensés par une crédibilité accrue et par des gains de résilience mesurables à moyen terme. Le scénario pessimiste repose sur l'hypothèse d'une accumulation de blocages. Les infrastructures tardent à être réhabilitées, les pressions extérieures se durcissent et la capacité de l'État à amortir les chocs sociaux s'érode. La hausse durable des prix, combinée à des pénuries prolongées, alimente des tensions internes difficiles à contenir. Dans ce cadre, à ce moment, la fermeture cesse d'être interprétée comme un acte stratégique et devient un facteur d'instabilité chronique. Une recommandation transversale s'impose, quel que soit le scénario. Si l'objectif est l'autonomie, alors le rythme compte autant que la direction. Avancer trop lentement prolonge la dépendance, avancer trop vite accroît les coûts sociaux. La clé réside dans des séquences claires, réversibles et mesurables. Si certaines conditions sont réunies, la trajectoire peut s'infléchir. Sinon, les scénarios défavorables gagneront du terrain. Le futur proche ne sera pas déterminé par l'intention initiale, mais par la qualité des décisions intermédiaires. Pour apprécier la portée réelle de la crise, il faut observer comment elle traverse des publics distincts, touchés selon des logiques différentes. Les jeunes urbains sont parmi les premiers exposés, coupures d'eau, transports plus coûteux et hausse des prix modifient brutalement les routines. Pourtant, cette contrainte suscite aussi des formes d'engagement. Des réseaux informels s'organisent, mutualisent l'information et coordonnent des réponses ponctuelles. Pour cette génération, la crise devient un espace d'apprentissage collectif où la participation remplace l'attente. Les familles rurales affrontent une réalité plus directement liée à la subsistance. L'eau conditionne les récoltes et chaque perturbation se répercute immédiatement sur les revenus. L'adaptation passe par la réactivation de savoir-faire anciens et par une entraide renforcée. Les communautés ajustent leurs pratiques, parfois au prix d'une baisse de rendement, pour préserver l'essentiel. Cette résilience discrète est rarement visible dans les indicateurs macroéconomiques, mais elle pèse lourd dans la stabilité sociale. Un troisième groupe gagne en importance stratégique, les techniciens et ingénieurs locaux. Longtemps cantonnés à l'exécution de systèmes conçus ailleurs, ils deviennent des acteurs centraux de l'ajustement. Leur expertise est sollicitée pour maintenir les infrastructures, contourner les pannes et concevoir des solutions adaptées aux contraintes locales. Cette montée en responsabilité redéfinit la place du savoir technique dans la gestion des ressources. Ces publics n'ont ni les mêmes priorités, ni les mêmes marges de manœuvre. Ils convergent toutefois sur un point,
La souveraineté n'est pas abstraite, elle se manifeste dans des choix concrets, des arbitrages quotidiens et la capacité à agir sous contrainte. La crise agit ainsi comme un miroir social, révélant ce que chacun est prêt à faire pour préserver un équilibre déjà fragile. C'est à ce stade, l'enjeu n'est plus seulement d'identifier les problèmes, mais de tracer une séquence praticable. Une sortie durable de la crise suppose des étapes lisibles portées par des responsabilités claires. Le premier levier est un audit opérationnel des infrastructures hydrauliques existantes. Conduit par des équipes nationales avec un appui technique ciblé, il doit distinguer ce qui fonctionne encore, ce qui est obsolète et ce qui peut être réparé rapidement. L'objectif n'est pas l'exhaustivité, mais une base factuelle pour décider. La deuxième étape concerne le renforcement des capacités locales. Former et retenir des techniciens, ingénieurs et gestionnaires devient une priorité immédiate. Des programmes courts, orientés vers la maintenance et l'adaptation, permettent de réduire la dépendance et d'accélérer les temps de réponse. Cette montée en compétences transforme un coût subi en investissement stratégique. Troisièmement, la coordination avec les acteurs communautaires doit être institutionnalisée. Les comités de quartier et les coopératives rurales, déjà actifs, peuvent devenir des relais reconnus si des règles simples et des moyens stables sont définis. Cette reconnaissance réduit les frictions et améliore la distribution de l'effort sans alourdir la chaîne décisionnelle. Quatrième levier, la coopération régionale pragmatique. Sans céder le contrôle, le partage d'informations, d'alertes et de bonnes pratiques avec les voisins diminue les tensions et renforce la légitimité du pays. Dans ce cadre, la décision initiale d'Ibrahim Traoré cesse d'être isolée pour s'inscrire dans un dialogue régional. Enfin, un dispositif de suivi mesurable s'impose. Accès à l'eau, délai de réparation, stabilité des prix, quelques indicateurs suffisent pour ajuster la trajectoire. La dette de curiosité se referme ici. La rupture n'est plus seulement un geste, elle devient un processus gouvernable à condition que chaque étape soit évaluée et corrigée. Revenir à l'image des canaux réhabilités éclaire tout le reste. Là, des gestes précis ont maintenu l'eau en circulation malgré la rupture du système central. Cette scène, discrète, condense le sens du 10 octobre 2025. La décision d'Ibrahim Traoré a ouvert une faille, mais c'est dans cette faille que des capacités longtemps sous-estimées ont pris forme, sans attendre des solutions parfaites. Ce moment ne se réduit plus à un acte d'autorité, il devient un révélateur. Il montre comment une société réagit lorsque les certitudes disparaissent et que la dépendance devient visible. Les ingénieurs locaux, les agriculteurs, les habitants des quartiers urbains ont transformé une contrainte en action, parfois imparfaite, souvent efficace. Le pouvoir change d'échelle. Il circule. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme un décideur solitaire que comme le déclencheur d'un mouvement composite, qu'il ne contrôle pas entièrement. La souveraineté cesse d'être un slogan. Elle se pratique, se négocie, se corrige. Elle avance par essai, par ajustement, par apprentissage. La souveraineté commence quand l'attente s'arrête, se rappelle, ferme la boucle émotionnelle. Ce qui demeure, au-delà des chiffres, c'est une capacité retrouvée à agir sous contrainte et à faire de l'incertitude un terrain d'expérience collective. Au terme de ce parcours, une évidence s'impose sans trancher le débat. Ce qui se joue dépasse la fermeture d'une rivière. Il s'agit d'une interrogation collective sur la manière d'exercer un choix souverain quand ses effets sont à la fois déstabilisants et porteurs de recomposition. Le cas du Burkina Faso invite à sortir des réflexes binaires entre héroïsation et condamnation pour observer des trajectoires réelles, faites de coups, d'ajustements et d'apprentissage. La question mérite d'être ouverte plutôt que close. Comment juger une décision lorsque ses bénéfices potentiels s'inscrivent dans le temps, tandis que ses coûts sont immédiats et visibles? Où placer le curseur entre protection à court terme et autonomie à long terme? Ces dilemmes concernent bien au-delà d'un seul pays. Partout où des dépendances héritées deviennent soudain apparentes. Plutôt que d'imposer une conclusion, l'enjeu est d'alimenter une discussion informée, comparer des expériences, confronter des indicateurs, écouter les voix locales. C'est dans cet espace de dialogue attentif aux faits
et aux nuances que se dessinent des réponses utiles. La trajectoire reste ouverte, elle mérite d'être suivie, interrogée et débattue, sans slogan, avec méthode.